Lorsque la passion vire au drame, la communauté YouTube ressent profondément chaque perte tragique. Plongée dans les circonstances choquantes et mystérieuses qui entourent ces créateurs adorés, incapables de terminer leurs vidéos. Des événements aux accidents bouleversants, ces récits vous laisseront sans voix et remueront vos émotions. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité derrière ces fins déchirantes? Ne passez pas à côté d'une heure entière dédiée aux morts les plus troublantes de YouTubeurs partis trop tôt. C'était le 28 mai 2013 à Cornwall, en Angleterre. Jacob Cockle, un chercheur de sensations de 28 ans et photographe professionnel, se tenait au bord de Cairnshaw Pool, une partie de l'estuaire de Hale. Il avait toujours été attiré par le danger, capturant des moments extrêmes à travers l'objectif de sa caméra. Ce jour-là, il était sur le point de relever son prochain défi. Filmer un tourbillon créé par de vieux tunnels victoriens conçus pour évacuer le sable du port. Cependant, ce moment d'aventure se terminerait en tragédie. Jacob n'était pas un photographe comme les autres. Il était connu pour documenter des cascades risquées et des événements naturels à couper le souffle avec des millions de vues sur ses vidéos. Ce jour-là, il prévoyait de se filmer dans le tourbillon, portant une tête de cheval en plastique pour une touche humoristique. Son ami, David Wren, âgé de 70 ans, se tenait à proximité avec une caméra, prêt à filmer. Le tourbillon se tordait violemment, mais Jacob n'hésita pas. Il croyait savoir comment le gérer, ayant partagé des conseils sur la manière de faire face à des eaux dangereuses sur sa chaîne YouTube. Vers 19h30, Jacob fit un signe à David et demanda une caméra plus petite fixée à un mât de 2,4 mètres pour capturer des prises de vue sous-marines. Comme toujours, il était intrépide, ayant grandi en nageant dans la mer. Mais alors que la caméra tournait, l'impensable se produisit. Jacob fut aspiré dans le tourbillon. Il refit surface brièvement de l'autre côté, mais fut rapidement entraîné à nouveau sous l'eau. David se tenait impuissant sur le rivage, incapable d'intervenir. Malgré les compétences de nageur de Jacob, les puissants courants d'eau l'emportèrent. Il y avait des panneaux avertissant les gens de ne pas nager, mais Jacob les ignora. Il était un nageur accompli et avait déjà affronté des eaux dangereuses. Cependant, le tourbillon était impitoyable. En quelques instants, Jacob fut tiré dans un tunnel sous-marin disparaissant de la vue. La panique s'installa. David, accompagné d'un pêcheur à proximité, appela les services d'urgence. Malheureusement, il était trop tard. Le corps de Jacob émergea de l'autre côté de la piscine, inanimé. David et un passant tentèrent de le réanimer, mais leurs efforts échouèrent. Les équipes de sauvetage arrivèrent et évacuèrent Jacob par hélicoptère vers l'hôpital royal de Cornwall, où il fut déclaré mort. La cause du décès, noyade. Plus tard, une enquête révéla que Jacob avait des traces de kétamine, un tranquillisant, dans son système. Il reste flou de savoir si la drogue a affecté son jugement ce jour-là. Le médecin légiste a déclaré que la mort de Jacob était un accident, affirmant que, bien qu'ils prennent des risques, ils étaient généralement bien réfléchis. Dans ses derniers instants, il faisait ce qu'il aimait, capturer la puissance de la nature. La relation de Jacob avec la mer a commencé lorsqu'il était jeune. Ayant grandi à Penzance, en Cornouailles, il avait passé une grande partie de sa vie dans l'eau. Sa mère, Caroline, se souvient que dès que Jacob était dans la mer, il était presque impossible de le faire sortir. Il a appris à nager tôt et a développé une passion pour le surf, la plongée et la natation. Mais son amour du danger s'est intensifié après une tragédie personnelle. Lorsque Jacob était adolescent, sa sœur aînée, Grace, est décédée d'une tumeur au cerveau. La perte a dévasté la famille et Jacob a été particulièrement touché. Lui et Grace avaient partagé un lien étroit, créant même un langage secret étant enfant. Sa mort a changé la perspective de Jacob sur la vie. Il a commencé à vivre sans peur, croyant qu'il devait vivre pour lui-même et pour Grace. Son décès l'a poussé à prendre plus de risques, sentant que la vie était courte et qu'il fallait la vivre sans crainte. La nature téméraire de Jacob ne se limitait pas à la mer. Il avait souvent l'habitude de sauter de hauts bâtiments dans l'eau. Une fois, il a sauté d'un immeuble de 3 étages dans le port de Penzance. Une autre fois, il a plongé dans le port devant une boîte de nuit, évitant de justesse d'être écrasé par un bateau. Malgré ses frayeurs, Jacob a toujours réussi à survivre jusqu'à ce jour. Au-delà de son goût pour le frisson, Jacob était un photographe incroyablement talentueux. Dans la vingtaine, il avait remporté des prix de National Geographic et du Sunday Times. Sa photographie, souvent centrée sur la mer, capturait à la fois sa beauté et son danger. En 2011, il a pris une image célèbre de 2 surfeurs emportés par des vagues de 30 pieds, risquant presque sa propre vie dans le processus. Son travail lui a valu une reconnaissance internationale. Juste quelques semaines avant sa mort, Jacob avait remporté une expédition de 28 000 livres pour l'Antarctique, une opportunité de rêve pour tout photographe. Mais
Il ne ferait jamais ce voyage. Ses amis et sa famille pensaient qu'il était sur le point d'atteindre ses plus grandes ambitions. Pourtant, au final, son amour pour les moments extrêmes lui a coûté la vie. La mort de Jacob a laissé un vide profond dans la vie de ceux qui l'aimaient. Sa mère l'a décrit comme un esprit libre qui ne voyait aucun danger dans la vie, tandis que ses amis se souvenaient de lui comme quelqu'un qui vivait sans peur. Sa petite amie Rachel a évoqué comment, après la mort de Grace, Jacob sentait qu'il devait vivre pleinement pour eux deux. Le 5 février 2021 devait être une soirée comme les autres, au Urban Air Adventure Park de Nashville. Ce lieu, réputé pour être convivial et familial, allait pourtant être le théâtre d'une tragédie que personne n'aurait pu prévoir. Cet événement bouleversant a suscité un débat autour des réseaux sociaux, de la responsabilité et de la frontière floue entre divertissement et danger réel. Timothy Wilkes était un jeune homme de 20 ans, discret et responsable. Il avait travaillé plusieurs années chez Walmart avant de reprendre ses études pour se former en CVC, chauffage, ventilation et climatisation. Malgré son sérieux, Timothy avait une autre passion, YouTube. Ce soir-là, Timothy et un ami décident de tourner une vidéo dans le style des vidéos de prank, des farces de plus en plus populaires qui floutent souvent la frontière entre humour et menace. Leur plan consistait à simuler un braquage pour la caméra dans l'espoir de capturer les réactions de passants surpris. Un concept qui a accumulé des millions de vues sur la plateforme. Le lieu qu'ils avaient choisi pour leur vidéo était le parking d'Urban Air. À l'intérieur, des familles profitaient des attractions sans se douter de la tragédie qui se jouait juste à l'extérieur. C'est alors que Timothy et son ami se dirigent vers un groupe de personnes. Peut-être n'avaient-ils pas mesuré les conséquences de leur idée, ni réalisé à quel point elles pouvaient être dangereuses, non seulement pour les personnes piégées, mais aussi pour eux-mêmes. Au moment de s'approcher du groupe, Timothy et son ami étaient armés de couteaux de boucher. Pire encore, ces couteaux n'étaient pas des accessoires, ils étaient réels, tranchants et dangereux. Pour les spectateurs présents, ce n'était en rien une farce, tout ressemblait à un véritable braquage en cours. Parmi le groupe se trouvait David Starnes Jr., âgé de 23 ans. Ignorant qu'il faisait partie d'une vidéo scénarisée, Starnes aperçoit les couteaux et réagit par peur pour sa vie et pour celle des personnes autour de lui. En un instant, la situation dégénère, passant d'une farce mal conçue à une confrontation mortelle. Starnes, agissant en légitime défense, sort son arme à feu et tire sur Timothy Wilkes, le tuant sur le coup. Et ainsi, un jeune homme de 20 ans a perdu la vie. À l'arrivée de la police, Starnes a reconnu avoir tiré. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il ignorait qu'il s'agissait d'une farce et qu'il se croyait réellement en danger. Des témoins ont confirmé que Wilkes et son ami étaient en train de filmer un faux braquage pour une vidéo YouTube. Malgré le dénouement tragique, aucune charge n'a été retenue contre Starnes, la police considérant qu'il avait agi en légitime défense. La mort de Timothy Wilkes a profondément marqué sa grand-mère, Shirley Berry, qui a exprimé par la suite sa dévastation et son incompréhension. Elle a révélé qu'elle ignorait que Timothy participait à des vidéos YouTube, qualifiant cela de mystère pour elle. Alors qu'elle pleurait la perte de son petit-fils, elle espérait que d'autres pourraient tirer une leçon de cette tragédie. Elle a lancé un appel aux parents et aux tuteurs pour qu'ils soient plus attentifs aux activités en ligne de leurs enfants, en particulier sur des plateformes comme YouTube où des tendances dangereuses peuvent avoir des conséquences bien réelles. Ce qui s'est passé cette nuit-là à Nashville est une conjonction de mauvais choix, de peur et d'un malentendu fatal. Un jeune homme, avec tout son avenir devant lui, a perdu la vie, et un autre portera à jamais le fardeau d'avoir ôté cette vie, même en situation de légitime défense. Timothy Wilkes est rappelé comme un modèle pour ses jeunes frères et sœurs, un jeune homme sérieux et digne. Il était tard dans la nuit du 24 janvier 2022 au Lost Dutchman State Park, en Arizona. Richard Jacobson, un jeune homme de 21 ans originaire de Mesa, en Arizona, campait avec un ami au sommet de Flatiron, dans les montagnes Superstition. Richard, passionné par la nature, adorait la randonnée, la chasse et l'exploration de nouveaux endroits. Ce voyage, il l'attendait avec impatience depuis longtemps. Alors que minuit approchait, Richard et son ami, dont l'identité reste inconnue, décidèrent de prendre des photos pour immortaliser la vue spectaculaire de la nuit. Le sommet de Flatiron est réputé pour son terrain accidenté et ses vues à couper le souffle en faisant un lieu prisé des randonneurs et des photographes. Richard, enthousiaste à l'idée de capturer la silhouette de la ville en arrière-plan, s'avança vers le bord pour prendre un selfie.
Peu après minuit, alors que Richard se positionnait pour obtenir le cliché parfait, il perdit l'équilibre. Le sol sous ses pieds céda et il glissa, tombant d'environ 200 mètres jusqu'au sol. Son ami, témoin de cette scène terrifiante, appela immédiatement les secours vers minuit 45, espérant désespérément un miracle. Le sergent Doug Peeble, de l'équipe de recherche et de secours du bureau du shérif du comté de Pinal, dirigea l'enquête et les opérations de secours. Il expliqua: Monsieur Jacobson s'était avancé pour prendre une photo de lui avec la silhouette de la ville en arrière-plan, mais il a perdu pied et a glissé. Peeble précisa qu'aucun signe d'acte criminel ou de consommation de drogue n'avait été relevé. Il s'agissait d'un tragique accident. Le département de la sécurité publique de l'Arizona dépêcha rapidement un hélicoptère pour assister les opérations de récupération. Le terrain accidenté compliqua les efforts, mais l'équipe réussit à localiser le corps de Richard plus tard dans la journée, environ 200 mètres en contrebas de l'endroit où il avait chuté. Son ami fut évacué par hélicoptère, bouleversé et en état de choc. Richard Jacobson était connu de ses proches pour sa gentillesse. Andrew Thomas, un ami proche qui avait partagé une mission avec Richard en 2020, témoigna auprès des médias. « J'ai passé toutes mes journées avec Richard, donc je le connaissais très bien », déclara Thomas. C'était un amoureux de la nature, un chasseur, un randonneur. Il faisait ce genre de choses et on pourrait dire qu'il est mort en faisant ce qu'il aimait, même si c'est de manière tragique. Thomas décrivit Richard comme quelqu'un qui traitait tout le monde avec respect et avait un grand sens de l'humour. Il faisait partie de ces gars que tout le monde aimait vraiment, et c'est triste de le perdre. Mais nous savons que ce n'est pas la fin, ajouta Thomas. Nous le reverrons un jour. L'accident tragique au sommet de Flatiron nous rappelle les dangers inhérents aux aventures en plein air. Le sentier Sifondro, l'un des itinéraires les plus populaires pour atteindre le pic de Flatiron, est connu pour son terrain escarpé et rocailleux. Les randonneurs y rencontrent souvent des éboulements et d'autres dangers, ce qui en fait une randonnée exigeante nécessitant prudence et concentration. C'était le 26 juin 2017 à Hallstatt dans le Minnesota. Mona Lisa Pérez, âgée de 19 ans, était chez elle avec son petit ami, Pedro Ruiz, 3. Ils formaient un jeune couple profondément amoureux, toujours à la recherche de moyens pour se faire remarquer sur les réseaux sociaux. Leur chaîne YouTube proposait une variété de blagues et de cascades, certaines plus dangereuses que d'autres. Ce jour-là, ils ont décidé de filmer ce qu'ils espéraient être leur vidéo la plus populaire à ce jour. Malheureusement, la cascade a tragiquement mal tourné. Mona Lisa et Pedro se préparaient à tourner une vidéo où Mona Lisa tirerait avec un pistolet Desert Eagle de calibre 50 sur un livre épais que Pedro tenait contre sa poitrine. Pedro était convaincu que le livre arrêterait la balle. Il avait même montré à Mona Lisa un autre livre sur lequel il avait tiré et où la balle n'avait pas complètement traversé. Convaincu que leur cascade allait fonctionner, Pedro a installé 2 caméras pour capturer l'action. Une fixée à l'arrière d'un véhicule et l'autre sur une échelle. Mona Lisa, enceinte de 7 mois à l'époque, était hésitante. Dans le transcript de la vidéo, on l'entend dire « Je ne peux pas le faire, chérie, j'ai tellement peur ». Pedro l'a rassurée en disant « Tant que tu touches le livre, ça ira. Allez ». Faisant confiance à la confiance de Pedro, Mona Lisa a visé et tiré à environ 1 pied de distance. La balle a traversé le livre et a frappé Pedro à la poitrine. Paniquée, Mona Lisa a appelé le 911, disant à l'opératrice « Nous faisions une vidéo YouTube et ça a mal tourné. S'il vous plaît, dépêchez-vous ». Malgré la rapidité de l'intervention des ambulanciers, Pedro Ruiz, âgé de 22 ans, a été déclaré mort sur les lieux des suites d'une seule balle tirée dans la poitrine. Dans les jours suivant l'incident, la vidéo du tir, capturée par 2 caméras, est devenue une preuve clé dans l'enquête. Mona Lisa a été accusée d'homicide involontaire au 2e degré. Elle a plaidé coupable et a été condamnée à 180 jours de prison, qu'elle purgera par tranche de 30 jours chaque année pendant les 3 prochaines années. Elle a également été condamnée à 10 ans de probation supervisée et interdite de posséder des armes à feu. De plus, l'accord de plaidoyer lui interdisait de tirer profit de la vidéo du tir. La famille de Pedro était dévastée par sa mort. Sa tante, Claudia Ruiz, a déclaré à l'affilié de CNN, KVLI, « Ils étaient amoureux, ils s'aimaient. C'était juste une blague qui a mal tourné, ça n'aurait pas dû se passer comme ça n'aurait pas dû se passer du tout. » Le couple avait une fille de 3 ans et attendait leur 2e enfant. Mona Lisa a donné naissance à leur fils en septembre. Cet incident tragique a soulevé de nombreuses questions sur les extrêmes auxquels les gens sont prêts à aller pour la célébrité sur Internet.
Le shérif Jeremy Thornton du comté de Norman a exprimé sa confusion, déclarant « Je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'il pensait. Je ne comprends tout simplement pas la jeune génération qui cherche à avoir ces 15 minutes de gloire. » La chaîne YouTube de Mona Lisa et Pedro avait une modeste audience au moment de l'incident, avec environ 218 abonnés. Leurs vidéos comprenaient des blagues inoffensives, comme Pedro grimpant à un arbre et tombant, et Mona Lisa lui donnant un beignet recouvert de talc pour bébé au lieu de sucre glace. Ils rêvaient de devenir des stars de YouTube avec plus de 300 000 abonnés. Dans leur dernière vidéo ensemble, filmée dans une foire, Mona Lisa a déclaré « Imagine quand nous aurons 300 000 abonnés ». À la suite du tir, un tweet de Mona Lisa datant du jour de l'incident a suscité une attention considérable. Elle avait écrit « Pedro et moi allons probablement tourner l'une des vidéos les plus dangereuses jamais réalisées ». C'était son idée, pas la mienne. Le tweet a été retweeté plus de 1000 fois et a reçu près de 1500 réponses, mêlant sympathie et critique. C'était une nuit paisible le 31 mai 2014, près de Denver, dans le Colorado. Amritpal Singh, un pilote de 29 ans, était aux commandes de son Cessna 150K. Singh, un aviateur passionné, aimait emmener ses amis pour des vols courts dans la région. Ce soir-là, son passager était Jatinder Singh, un musicien de 31 ans en ville pour un concert. Le vol devait être une simple balade agréable, mais il s'est terminé par une tragédie qui a choqué la communauté. Amritpal Singh avait l'habitude de documenter ses vols. Il fixait une caméra GoPro sur le pare-brise de l'avion, capturant des moments avec ses différents passagers. Les enregistrements montraient souvent Singh et ses compagnons prenant des selfies, parfois en utilisant le flash, même pendant des vols nocturnes. Bien que la GoPro n'ait pas enregistré le vol fatal, ces images ont fourni des indices cruciaux sur les événements ayant conduit à l'accident. Peu après minuit, le Cessna 150K de Singh a décollé de l'aéroport Front Range dans le comté d'Adams. La nuit était claire, mais les conditions sombres nécessitaient une attention accrue et une grande précision. L'avion monta régulièrement dans le ciel. Singh, habitué à cet itinéraire, entreprit ce qui aurait dû être un vol sans incident. Cependant, alors que l'avion montait, quelque chose tourna mal. La caméra GoPro n'a pas filmé le vol fatal, mais les habitudes observées lors des précédents vols ont permis de reconstituer le scénario. Singh avait tendance à prendre des selfies en plein vol. Les enquêteurs pensent que ce comportement s'est reproduit lors de son dernier vol. Vers minuit 10, quelques minutes seulement après le décollage, l'avion perdit le contrôle. Probablement désorienté par l'éclat du flash de son téléphone, Singh eut du mal à stabiliser l'appareil. L'avion entama une descente rapide et s'écrasa dans un champ de blé. L'impact fut dévastateur, tuant Amritpal et Jatinder sur le coup. L'épave fut découverte vers 7h30, environ 7 heures après l'accident. L'avion, fortement endommagé, avait rebondi une fois avant de se stabiliser à l'envers dans le champ. Le National Transportation Safety Board, NTSB, ouvrit immédiatement une enquête. Le rapport du NTSB mit en évidence l'utilisation du téléphone portable comme facteur de distraction pour Singh. L'éclat du flash aurait causé une désorientation spatiale. Un état dans lequel un pilote perd la capacité de déterminer sa position par rapport à la Terre. Cette désorientation aurait entraîné un décrochage aérodynamique, suivi d'une spirale incontrôlée vers le sol. Selon les preuves montrant que le pilote utilisait un téléphone portable en vol à basse altitude, y compris juste avant l'accident, il est probable que cette distraction ait causé une désorientation spatiale, conduisant le pilote à perdre le contrôle, précisait le rapport. L'examen de l'épave n'a révélé aucune défaillance mécanique avant l'impact. L'accident fut uniquement attribué à une erreur de pilotage aggravée par la distraction. Les carnets de vol de Singh montraient un total de 726 heures de vol, mais seulement 27 heures de vol de nuit. Il n'était pas certifié pour voler de nuit avec des instruments ni pour transporter des passagers la nuit, ce qui soulignait son manque de préparation pour ces conditions. Cet incident tragique mit en lumière les dangers des distractions en aviation. Les règles fédérales interdisent aux pilotes commerciaux et à leur équipage d'utiliser des téléphones portables ou des appareils électroniques personnels pendant les phases critiques du vol, telles que le décollage et l'atterrissage, ou lorsqu'ils volent à moins de 10 000 pieds. Toutefois, ces règles sont moins strictes pour les pilotes privés. Bien que ces derniers soient tenus d'éviter tout comportement dangereux ou imprudent, les réglementations concernant l'utilisation des téléphones portables restent floues. L'administration fédérale de l'aviation, FAA, s'attend à ce que les pilotes volent en toute sécurité. Cependant, de nombreux pilotes privés utilisent leur téléphone ou iPad pour la navigation et la communication.
Une pratique qui peut devenir source de distraction si elle n'est pas bien gérée. Tony Moreno, instructeur de vol à la Rocky Mountain Flight School, souligna l'importance de rester concentré pendant les phases critiques du vol. Pourquoi prendre une photo à un moment aussi crucial? Pourquoi perturber votre concentration sur des tâches essentielles à ce moment-là? Questionna Moreno. Les conclusions du NTSB déclenchèrent des discussions sur la nécessité de réglementations plus strictes concernant l'utilisation des appareils électroniques personnels par les pilotes privés. Les preuves ont montré que la distraction, la désorientation et le manque de formation adéquate de signes pour le vol de nuit ont contribué à l'accident. Cette perte tragique de vie souligne l'importance de la vigilance et du respect des protocoles de sécurité. C'était le genre de cascade que Nichou Deschwal avait réalisé des centaines de fois auparavant, le genre de cascade qui lui avait apporté des millions de vues au fil des années. Mais cette fois-ci, les choses ont pris une tournure dramatique. Cette fois-ci, quelque chose a terriblement mal tourné et la vie de Nichou, consacrée à la création de contenus palpitants et dangereux pour ses millions d'abonnés, s'est arrêtée en un instant. Nichou Deschwal n'était pas un simple influenceur parmi tant d'autres. Avec plus de 1 500 000 abonnés sur YouTube et 1 300 000 followers sur Instagram, il avait construit un véritable empire en ligne. Son contenu sortait de l'ordinaire. Nichou s'était spécialisé dans les cascades impliquant de gros véhicules dans des terrains difficiles. Ses prouesses captivantes avaient totalisé plus de 300 millions de vues sur ses vidéos, dont l'une de ses vidéos les plus populaires avait recueilli à elle seule 25 millions de vues. Mais cette notoriété reposait sur une série de cascades de plus en plus risquées. Un pari avec le danger qui finirait par le rattraper. Les cascades de Nichou consistaient souvent à tester les limites de machines imposantes, en particulier des tracteurs, qu'il conduisait sur des terrains instables pour le plus grand plaisir de ses spectateurs. Pendant 3 ans, ses abonnés l'ont regardé avec admiration manœuvrer ces véhicules lourds, les faire tenir en équilibre sur 2 roues, exécuter des tours presque impossibles sur des sols mous, repoussant constamment les limites de ce que les machines et lui-même pouvaient supporter. Mais en ce mercredi fatidique, le danger est devenu bien réel. Ce jour-là, Nichou tentait l'une de ces cascades emblématiques en soulevant les roues avant d'un grand tracteur pour faire tenir le véhicule en équilibre précaire sur ses roues arrière. Cependant, le sol sous ses pieds était meuble et instable, rendant la manœuvre déjà difficile encore plus périlleuse. Bien que Nichou ait déjà réalisé des cascades similaires, cette fois-ci, la machine massive a commencé à basculer en arrière, les roues arrière perdant leur adhérence sur le sol instable. Le tracteur a basculé dangereusement et avant que quiconque ne puisse réagir, il s'est renversé complètement, s'écrasant de tout son poids sur Nichou. Nichou a été écrasé entre le châssis en métal du tracteur et le sol. Ses amis, présents pour filmer la cascade, ont crié d'horreur, impuissants face à cette tragédie qui se déroulait sous leurs yeux. Les conséquences de sa mort ont plongé ses fans et la communauté dans le choc et l'incompréhension face à cette perte soudaine et brutale d'un si jeune homme. Pour aggraver la situation, le jeune homme de 22 ans laissait derrière lui une épouse et un fils de 6 mois. Bien qu'il ait suivi un chemin dangereux, et bien que ses abonnés soient habitués à le voir frôler la mort dans chaque vidéo, personne n'avait imaginé que le risque deviendrait un jour réalité. Alors que les fans pleuraient la mort de Nichou Deschwal, des questions se sont soulevées concernant les facteurs ayant conduit à cet accident fatal. Des spéculations ont circulé en ligne, certains pointant du doigt des défauts possibles dans la conception du tracteur. Les fans ont noté que le système de protection anti-renversement, censé protéger Nichou, avait échoué de manière catastrophique. Certains ont suggéré que des pièces de rechange non adaptées avaient pu être utilisées, tandis que d'autres faisaient valoir que les tracteurs n'étaient simplement pas conçus pour réaliser le type de cascade que Nichou tentait régulièrement. La répartition du poids du moteur, la mollesse du terrain et la pression extrême sur la structure du véhicule s'étaient toutes combinées pour transformer cette cascade en accident mortel. Ce qui s'est passé sur cette rive à Panipat est la tragique conclusion de plusieurs années passées à poursuivre une célébrité en ligne à travers un contenu de plus en plus risqué. La mort de Nichou Deschwal rappelle de façon saisissante les dangers auxquels sont exposés les influenceurs lorsqu'ils cherchent à divertir en repoussant les limites physiques et mécaniques. Le 3 juillet 2018,
Un tragique accident s'est produit aux chutes Shannon en Colombie-Britannique, au Canada, lorsque 3 youtubeurs bien connus du groupe de voyage High on Life ont perdu la vie. Riker Gamble, Alexei Liak et Megan Scraper, célèbres pour leur contenu de voyage palpitant, exploraient la région ce jour-là. Leurs esprits d'aventure, qui avaient attiré des millions de followers sur les réseaux sociaux, ont finalement conduit à une issue dévastatrice. Riker et Alexei, tous deux originaires de Vancouver, ont créé la chaîne YouTube High on Life en 2012 avec leur ami Parker Hughes. Ils souhaitaient inspirer les gens à explorer le monde, à prendre des risques et à vivre pleinement. Au fil du temps, la chaîne a gagné plus de 500 millions d'abonnés sur YouTube et plus d'1 million de followers sur Instagram. Le groupe est devenu célèbre pour ses aventures audacieuses, mettant souvent en avant des cascades extrêmes dans des lieux à couper le souffle. Megan Scraper, une ancienne joueuse de hockey sur gazon et consultante en médias sociaux, a ensuite rejoint le groupe, apportant avec elle le même amour pour l'exploration et l'aventure. Leur message était toujours axé sur l'importance de vivre l'instant présent, de repousser ses limites et de tirer le meilleur parti de la vie. Le jour de l'accident, le groupe a décidé de se baigner dans l'une des piscines au sommet des chutes Shannon. La cascade, qui s'élève à 335 mètres, est la 3e plus haute de Colombie-Britannique. Bien que cet endroit soit magnifique, il est également connu pour sa dangerosité en raison des rochers glissants et des forts courants. Alors qu'il se tenait près du bord, Megan a tragiquement glissé sur les rochers mouillés et est tombée dans la cascade. Voyant sa chute, Riker et Alexei ont immédiatement plongé dans l'eau pour la sauver, mais les forts courants les ont également submergés. En quelques instants, tous les 3 furent entraînés dans la chute, plongeant presque 30 mètres dans la piscine en contrebas. Les témoins étaient horrifiés en voyant leurs amis disparaître. Les services d'urgence ont rapidement été alertés et des équipes de recherche et de sauvetage de la Gendarmerie royale du Canada, GRC, et de Squamish Search and Rescue sont arrivés. Malgré la rapidité de l'intervention, la récupération des corps a été difficile en raison du terrain dangereux et du fort courant. Il a fallu des heures pour retrouver leurs corps, qui ont tous été retrouvés à la fin de la journée. La nouvelle de leur décès s'est répandue rapidement, laissant leurs fans, amis et familles, le cœur brisé. Les réseaux sociaux ont été inondés d'hommages aux 3 jeunes qui avaient inspiré tant de gens à vivre des aventures. Les membres restants de l'équipe de High on Life ont publié un hommage émouvant qualifiant Riker, Alexei et Megan de personnes les plus gentilles, les plus chaleureuses et les plus déterminées. Ils ont exprimé leur profonde tristesse, affirmant « Le monde a perdu beaucoup de lumière avec leur disparition ». Le service des coronaires de la Colombie-Britannique a confirmé que leur décès était accidentel. Les conditions glissantes, provoquées par la brume et l'algue sur les rochers, ont été citées comme facteurs contributifs. John Wilcox de Squamish Search and Rescue a expliqué les risques liés aux zones comme les chutes Shannon dans une interview. Il a décrit les rochers comme du granit poli, souvent recouvert de brume et de lichen, les rendant extrêmement glissants. Il a averti que l'exploration de telles zones comporte un danger significatif. Cet incident a également attiré l'attention sur les risques encourus par les créateurs de contenus d'aventure extrême. High on Life avait déjà fait l'objet de critiques auparavant. En 2017, Riker et Alexei, avec un autre membre du groupe, avaient été condamnés à une amende et interdits d'accès aux terres fédérales américaines pendant 5 ans, après avoir marché sur des sources chaudes sensibles dans le parc national de Yellowstone. Malgré la controverse, leurs fans sont restés fidèles, attirés par le message du groupe qui prône une vie sans limite. Dans l'un des derniers posts Instagram de Riker, il a souligné l'importance de vivre l'instant présent et de profiter de la vie, un message qui a résonné auprès de ses abonnés. Les décès de Riker, Alexei et Megan ont laissé un impact durable sur la communauté YouTube et leurs fans. Leur passion pour l'exploration et la vie à fond a inspiré d'innombrables personnes, mais leur fin tragique montre les dangers qui accompagnent les aventures extrêmes. Bien que les chutes Shannon soient magnifiques, elles restent un endroit dangereux, surtout pour ceux qui sous-estiment ces risques. Les autorités continuent d'avertir les visiteurs de faire preuve de prudence et d'être conscients des dangers lors de l'exploration de telles zones. En janvier 2015, le modèle de fitness et acteur George Gregory Plitt Jr., plus connu sous le nom de Greg Plitt, n'était pas étranger aux vidéos audacieuses. Ce quadragénaire de 37 ans abordait la vie sans peur, un état d'esprit qu'il intégrait dans ses vidéos. Mais le 17 janvier 2015, ce qui avait commencé comme un tournage de plus s'est transformé en une perte déchirante, laissant des milliers de personnes en deuil. Greg Plitt avait toujours été une personnalité plus grande que nature, inspirant les autres par son physique impressionnant, sa discipline et sa détermination sans faille. Diplômé de West Point et ancien ranger de l'armée américaine,
Plitt avait servi son pays pendant 5 ans, prouvant ainsi son dévouement et sa persévérance. Sa formation militaire avait forgé en lui un homme discipliné et travailleur, et sa confiance en lui était contagieuse. Après avoir quitté l'armée, Plitt s'était lancé dans une carrière dans le fitness et le mannequinat, devenant rapidement une figure dominante de l'industrie. Son visage et son corps sculptés ont orné plus de 250 couvertures de magazines de fitness, faisant de lui l'un des visages les plus reconnaissables dans le domaine. Mais Plitt n'était pas seulement un modèle de fitness. Il était également acteur, apparaissant dans la série télévisée Workout sur Bravo et le feuilleton Des jours et des vies de NBC. Son apparence avait même servi de modèle pour la silhouette musclée et divine du personnage de Dr Manhattan dans le film Watchmen en 2009. Il avait bâti un empire autour du fitness, de la motivation et de la discipline personnelle, attirant une immense communauté de fans admirant son éthique de travail et sa volonté de repousser les limites. Les fans affluaient sur ses réseaux sociaux pour s'inspirer, et Plitt était toujours prêt à les motiver. Cependant, sa soif de sensations fortes et son désir de toujours aller plus loin allaient finalement l'entraîner sur une voie fatale. Le 17 janvier 2015, Plitt et 2 membres de son équipe s'étaient installés le long des voies ferrées à Burbank, en Californie, pour filmer une vidéo destinée à promouvoir une boisson énergisante. Ce n'était pas la première fois que Plitt tournait sur ces rails. Il avait déjà filmé des vidéos de lui-même faisant des exercices sur les rails tandis que des trains passaient derrière lui. Cette fois, cependant, les choses allaient prendre une tournure tragique. Plitt commença à courir le long des rails, apparemment inconscient du train de banlieue Metrolink qui arrivait derrière lui. Alpiniste, parachutiste et amateur de sensations fortes, Plitt avait sauté de milliers d'avions au cours de sa carrière militaire. Le risque n'avait rien de nouveau pour lui, mais cette fois-ci, sa confiance l'a trahi. Lorsque le klaxon du train retentit, Plitt et son équipe pensèrent probablement qu'il se trouvait sur une voie adjacente. Il continua à courir, tentant de capturer le plan parfait, mais dans une cruelle tournure du destin, il était bien sur la même voie que le train arrivant. Ce qui s'est passé ensuite fut irréversible et terrifiant. Les enquêteurs ont plus tard déterminé que Plitt avait mal évalué la situation, peut-être sans réaliser que le train arrivait à toute vitesse sur la voie où il courait. Dans une tentative désespérée d'échapper à la trajectoire du train, Plitt essaya de se mettre hors de son chemin mais échoua. Le train, incapable de s'arrêter malgré les freins d'urgence activés par le conducteur, heurta Plitt, mettant fin à sa vie presque instantanément. La scène entière a été enregistrée par les caméras du train. Après sa mort, la famille, les amis et les fans de Plitt ont eu du mal à comprendre cette tragédie. Sa compagne, Christina Steiskal, expliqua en larmes qu'il cherchait simplement à obtenir le meilleur plan, résumant ce que beaucoup disaient de lui et de sa quête incessante d'excellence. Il vivait chaque jour sur le fil du rasoir, repoussant sans cesse ses limites, et c'est cette impulsion qui a finalement conduit à une erreur fatale. La mort de Plitt a été ensuite classée comme un accident tragique. Greg Plitt est décédé des suites de multiples traumatismes. Alors que ses proches pleuraient la perte d'un homme qu'ils décrivaient comme plus grand que nature. Les enquêteurs cherchaient à comprendre pourquoi une telle scène dangereuse avait été réalisée sans permis ou mesure de sécurité. Le tournage avait eu lieu dans une zone restreinte des voies ferrées et personne n'avait l'autorisation d'y être. La mort de Plitt est un rappel brutal des risques liés aux défis physiques, même pour quelqu'un d'aussi expérimenté et fort que lui. Ses amis le décrivaient comme quelqu'un qui croyait qu'il n'y avait rien qu'il ne pouvait accomplir, mais ce jour-là, il a rencontré un obstacle qu'il ne pouvait surmonter. Greg Plitt laisse derrière lui un héritage marqué par une fin tragique, rappelant les dangers de la quête incessante de sensations fortes. C'était une nuit chaude du 9 août 2015 à Vilaseca de la Sagra, un petit village près de Tolède en Espagne. David Lopez, un habitant de 32 ans de Vilasequilla, avait décidé d'assister à la course de taureaux annuelle avec ses amis. L'atmosphère était électrique, la foule s'attroupant pour assister à cet événement audacieux. David, connu pour son amour des vidéos sur son téléphone portable, n'avait jamais participé à une course de taureaux, mais il était attiré par l'excitation et la possibilité de filmer quelque chose d'exceptionnel. Aux alentours de 1h40, David et ses amis s'étaient installés derrière les barrières métalliques, une zone protégée conçue pour garantir la sécurité des spectateurs face aux taureaux en furie. L'événement avait déjà commencé et les taureaux étaient lâchés, courant à toute vitesse dans les rues, dans un spectacle chaotique de puissance et de tradition. Alors que les taureaux passaient devant lui, David remarqua une collision entre 2 des imposants animaux.
L'un des taureaux sembla perdre connaissance, s'effondrant immobile au sol. David y vit une opportunité de capturer une vidéo unique. Ignorant les avertissements de sécurité et les barrières protectrices, il s'aventura dans la rue pour se rapprocher du taureau à terre. Ses amis, inquiets, le regardaient nerveusement, tandis que David, concentré sur l'écran de son téléphone, ne percevait pas les dangers qui l'entouraient. Alors qu'il filmait la scène, un autre taureau qu'il n'avait pas remarqué chargea dans son dos. L'animal, agité et puissant, percuta David, le projetant en l'air. La foule poussa un cri d'horreur en voyant David tournoyer, tel une poupée, incapable de reprendre pied. Le taureau l'attaqua à plusieurs reprises, le frappant violemment au cou et à la cuisse. La scène était chaotique. Les spectateurs hurlaient et certains tentaient de distraire le taureau, mais il était trop tard. David gisait au sol, grièvement blessé. Les secours arrivèrent rapidement, lui prodiguant des soins d'urgence sur place. Il fut ensuite transporté à l'hôpital Virgen de la Salute de Tolède, où les médecins s'efforcèrent désespérément de lui sauver la vie. David reçut 2 litres de sang et subit une intervention chirurgicale d'urgence pour stabiliser une grave blessure à la gorge. Malgré leurs efforts, il succomba à ses blessures vers 6 heures du matin. La mort de David bouleversa la communauté. Il était une figure familière à Villa Sequilla, où il vivait avec son grand-père et un oncle et effectuait des petits boulots pour subvenir à ses besoins. 2 étés auparavant, il avait travaillé comme maître nageur à la piscine municipale. Ses amis et sa famille étaient dévastés par cette perte tragique. La maire de la ville, Elena Fernandez, exprima sa tristesse en décrivant la mort de David comme un accident tragique et stupide. Elle souligna que David n'avait jamais été un participant des courses de taureaux et qu'il avait simplement pris une décision fatale en filmant l'événement depuis un endroit non sécurisé. Jesus Llosa, le maire de Villaseca de la Sagra, lança également un appel à la prudence. « Cela nous glace le sang », déclara-t-il. « Nous organisons ces événements comme une tradition pour que les gens puissent en profiter, mais de telles choses arrivent. Les taureaux sont des animaux dangereux, et lorsqu'il y a beaucoup de monde, certains ne font pas attention. Il faut être vigilant. » Le reste du festival fut immédiatement suspendu par respect pour David et sa famille en deuil. L'incident suscita une réflexion sur les dangers des technologies modernes et sur les risques que les gens prennent pour capturer des moments avec leur téléphone portable. En juillet 2021, Albert d'Irlande était en pleine aventure. À 22 ans, Albert était un youtubeur danois très apprécié, connu pour sa personnalité joyeuse et son contenu créatif. Ce mois de juillet, son travail l'avait conduit dans les Alpes italiennes. Il prévoyait de filmer une vidéo pour sa chaîne sur le mont Céceda. Mais Albert n'a jamais pu tourner sa vidéo. À la place, un accident dévastateur lui a coûté la vie. La montée d'Albert d'Irlande vers la célébrité a débuté en 2016 lorsqu'il a rejoint YouTube et commencé à partager une variété de contenus allant de sketchs comiques à des clips musicaux captivants. Séduisant les spectateurs par son humour décalé, sa créativité débordante et son énergie contagieuse. Au fil des ans, il a rassemblé un large public avec plus de 170 000 abonnés sur YouTube et plus de 230 000 abonnés sur Instagram. Son approche énergique et souvent non conventionnelle de l'humour et de l'aventure plaisait aux spectateurs qui appréciaient son esprit créatif et audacieux. En 2018, Dirlund s'est même lancé dans le cinéma, jouant dans le film comique Team Albert, l'histoire d'un lycéen rêvant de devenir une star de YouTube. Le film a été bien accueilli et a remporté le prix Blockbuster Audience Award au Danish Film Awards en 2019, consolidant encore davantage la place de Dirlund dans l'industrie du divertissement danois. Malgré la légèreté caractéristique de son contenu, Dirlund était connu pour repousser les limites dans ses vidéos, souvent avec des cascades et des prises de risques. Certains de ses contenus ont même suscité des controverses pour leur audace, notamment lorsqu'il s'est rasé la tête ou alléché des escargots devant la caméra. Mais ces excentricités faisaient partie de ce qui le rendait populaire auprès d'un jeune public en quête de divertissement audacieux et sans concession. Son travail reflétait son attitude à la fois espiègle et intrépide, un trait qui l'a rendu attachant aux yeux de beaucoup. Ses fans adoraient son goût pour le risque, mais malheureusement, cette même audace l'a conduit à l'accident qui lui a coûté la vie. Le 28 juillet 2021, Dirlund tournait dans les Alpes italiennes. Plus précisément sur le mont Céceda à Val Gardena, une région connue pour ses falaises impressionnantes et ses sommets vertigineux. Accompagné de ses amis, Dirlund tentait de filmer pour sa chaîne sur un sentier de randonnée aux pentes raides et rocheuses. Mais alors qu'il filmait sur la montagne, un drame est survenu. Peut-être par inattention, peut-être par imprudence, Albert se trouvait sur un sentier de randonnée qui relie 2 sommets de montagne.
Ce sentier était escarpé et rocailleux. L'inimaginable s'est produit en un instant. Le jeune Albert Dearland, de 22 ans, a trébuché et est tombé d'une hauteur vertigineuse de 200 mètres. Ses amis ont immédiatement alerté les secours. Un hélicoptère de secours a été déployé sur le champ. Mais l'opération a été compliquée par des conditions difficiles, notamment un épais brouillard. Lorsque les secouristes ont finalement atteint Albert Dearland, le youtubeur a été déclaré mort sur place. D'après les rapports, la mort de Dearland a été instantanée. Ses amis, ses collègues créateurs et ses fans ont exprimé leur chagrin en ligne. De nombreux hommages ont afflué pour ce jeune youtubeur avec des personnalités des réseaux sociaux danois, partageant des messages touchants en son honneur. Alors que ceux qui l'ont connu pleurent sa disparition, il célèbre également la joie qu'il a apportée dans la vie de beaucoup. La mémoire de Dearland perdure à travers ses vidéos, un témoignage durable de sa créativité et de son humour. C'était le 26 novembre 2021 à Kongsberg en Norvège. Thor Eckhoff, mieux connu sous le nom d'Apetor sur YouTube, se préparait pour une nouvelle cascade audacieuse. À 57 ans, il était célèbre pour ses activités extrêmes comme le patinage sur glace et la baignade dans des lacs gelés, tout en buvant de la vodka. Il comptait plus d'1 200 000 abonnés qui regardaient avec enthousiasme son contenu. Ce jour-là, il s'était rendu à Jakobsdam, un lac gelé, avec l'intention de patiner sur la glace tout en se filmant. Cela semblait être un autre vendredi ordinaire pour Thor. Thor était connu pour prendre des risques dans ses vidéos, patinant souvent sur de la glace mince ou plongeant dans des eaux glaciales. Il adorait la nature et l'aventure, et ses cascades étaient un mélange d'humour et de danger. Avant de commencer son tournage, il avait envoyé à sa partenaire, Tove Skjerven, un message accompagné de photos de lui au lac, disant que les conditions étaient bonnes. Mais les choses ont pris un tournant tragique. Alors qu'il filmait, la glace sous Thor a craqué et il est tombé dans l'eau glacée. Bien qu'il ait déjà été dans des eaux froides et qu'il ait toujours réussi à s'en sortir, cette fois-ci, il n'a pas pu se relever. Des habitants à proximité ont entendu ses cris à l'aide et ont immédiatement appelé les secours. Les pompiers et les plongeurs sont arrivés rapidement et ont sorti Thor de l'eau. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital d'Ullevål, mais à son arrivée, il était trop tard. Thor avait été sous l'eau trop longtemps. Le 27 novembre, le jour suivant l'accident, les médecins ont pris la difficile décision de débrancher les appareils de maintien en vie. Tove et leur fils, Johannes, étaient à ses côtés lors de ces derniers instants. Ce fut une fin déchirante et soudaine pour un homme qui avait passé sa vie à repousser les limites. Les cascades de Thor étaient toujours dangereuses. Il patinait sur des lacs gelés, utilisant souvent une tronçonneuse pour se frayer un chemin et se baignait dans des eaux glacées tout en buvant de la vodka. Son mélange unique d'aventure et de comédie en faisait une figure adorée de la communauté YouTube. Juste 5 jours avant sa mort, Thor avait publié une vidéo célébrant son 57e anniversaire intitulée de manière humoristique « Je ne suis pas mort, j'ai 57 ans aujourd'hui ». Dans cette vidéo, il était assis dans une baignoire extérieure, buvait de la vodka et filmait des moments insolites comme embrasser un arbre. Ironiquement, ce serait l'une de ses dernières vidéos. Les fans étaient choqués et attristés par la nouvelle de la mort de Thor. Beaucoup le considéraient comme plus qu'un simple youtubeur. Il était l'incarnation de l'aventure sans peur. Sa dernière vidéo, qui avait presque 2 millions de vues, était remplie de commentaires de fans exprimant leur chagrin. Certains l'ont qualifié de légende, tandis que d'autres ont partagé comment ces vidéos avaient apporté de la joie dans leur vie. Tove a partagé sa douleur dans un poignant message sur Facebook, se remémorant les événements de ce jour-là. Elle a décrit comment Thor lui avait envoyé un message avec excitation au sujet du lac, juste avant que la tragédie ne frappe. Elle a expliqué comment les plongeurs avaient essayé de le sauver, mais n'avaient pas pu parce qu'il avait été sous l'eau trop longtemps. Elle a terminé son message en disant « Nous avons des souvenirs merveilleux sans fin et tu nous manques tellement ». La mort de Thor, bien que tragique, n'était pas entièrement inattendue. Ces cascades comportaient toujours des risques et ceux qui le suivaient le savaient. Il avait vécu sa vie sur le fil, testant constamment ses limites dans des situations dangereuses. Malheureusement, ce jour froid de novembre, le risque a fini par le rattraper. À la suite de sa mort, des hommages ont afflué de la part de ses collègues youtubeurs et de ses fans. Le youtubeur suédois Nimen a écrit sur Twitter « Il est mort en faisant ce qu'il aimait », en produisant ces vidéos loufoques et absurdes qui ne manquaient jamais de faire sourire les gens. D'autres fans ont partagé des sentiments similaires, se remémorant les rires et l'excitation que Thor avait apporté à leur vie. La chaîne YouTube de Thor, qu'il avait lancée en 2006, regorgeait de contenu reflétant son esprit aventureux. Que ce soit des road trips, des couchers de soleil ou des cascades sur glace, son amour pour la nature et l'aventure était toujours évident.
Dans une interview, Thor avait un jour déclaré « Quand tu fais de la natation dans la glace ou que tu joues presque nu dans la neige, tu as un temps limité avant de devenir trop froid. Pendant ce temps, tu dois juste gérer le froid mentalement. » Sa force mentale lui avait permis de surmonter des défis, mais même sa volonté forte n'a pas pu le sauver à la fin. Le 5 décembre 2017, à Labinsk, une ville du sud-ouest de la Russie, Alexander Sacha Shechik, un jeune homme de 26 ans, s'est retrouvé dans une situation périlleuse. Connu pour son esprit aventureux, Sacha a décidé de poser avec une grenade active et de partager cette expérience avec ses amis. Dans un moment qui allait se révéler fatal, il a retiré la goupille de la grenade et commencé à prendre des photos. Sacha a envoyé ses photos à plusieurs amis, montrant qu'il tenait la grenade dont la goupille avait été retirée. Il semblait calme sur les images, mais ses actions étaient extrêmement dangereuses. Lorsqu'un de ses amis a reçu la photo, il a rapidement réagi avec inquiétude. L'ami a demandé « Où es-tu? Est-ce que ça va ?» Sacha a répondu de manière ambiguë « Tout dépend de ce que « ça va » signifie pour toi. » Alarmé, l'ami lui a conseillé de ne pas faire de bêtises et a de nouveau demandé où il se trouvait. Cependant, Sacha n'a pas écouté cet avertissement. Contrairement à ce que Sacha pouvait penser, une grenade dont la goupille est retirée est hautement instable. Elle n'a pas besoin d'être lancée pour exploser. La goupille est le mécanisme de sécurité qui empêche la détonation. Une fois retirée, la grenade devient une bombe à retardement. Peu de temps après cet échange avec son ami, la grenade a explosé. L'explosion a été dévastatrice, tuant Sacha sur le coup. Le souffle de la détonation a causé des blessures graves, documentées par une photographie policière explicite montrant l'étendue de la destruction, confirmant que Sacha était mort sur place. Lorsque la police est arrivée, elle a rapidement sécurisé les lieux et commencé une enquête. Le comité d'enquête russe a pris en charge l'affaire, la considérant comme un accident et non un suicide. Leur investigation s'est concentrée sur la manière dont Sacha avait obtenu la grenade, un objet interdit aux civils. Les médias locaux ont rapidement couvert ce drame. Les reportages incluaient les détails des messages textes et des photos envoyées par Sacha avant l'explosion. Une source a noté que Sacha avait partagé ces images avec plusieurs amis, indiquant qu'il n'avait probablement pas l'intention de se tuer. Il semblait plutôt vouloir impressionner sans mesurer pleinement le danger. Dans l'un des messages, un ami, inquiet après avoir vu la photo, lui a dit « Écoute, ne fais pas l'idiot. Où es-tu » Malheureusement, Sacha n'a jamais répondu à cet appel désespéré. Son silence a laissé beaucoup de questions sur ce qu'il pensait dans ces derniers instants. L'enquête a révélé que Sacha n'avait pas réussi à réinsérer la goupille après l'avoir retirée. Cette erreur a condamné la grenade à exploser, ce qui s'est produit peu de temps après. Cette erreur tragique a coûté la vie à Sacha. Les autorités ont également enquêté sur la manière dont Sacha avait pu se procurer la grenade. Le trafic illégal d'armes en Russie est un problème bien connu, avec des circuits clandestins permettant aux civils d'acquérir du matériel militaire. Cet incident souligne les graves dangers associés à ces activités illicites. Pour les amis et la famille de Sacha, l'incident a été une perte choquante et déchirante. Il était connu comme un jeune homme plein de vie, souvent vu en train de plaisanter et de profiter de son temps. Sa décision de manipuler une grenade active a été une erreur fatale qui a conduit à un dénouement tragique. Cet incident rappelle les dangers liés à la manipulation d'explosifs. Même si quelqu'un semble confiant ou joueur, la réalité est que ces objets sont extrêmement dangereux et doivent être manipulés avec une grande prudence. La mort tragique de Sacha soulève des questions importantes sur la disponibilité de ces armes et la responsabilité des individus dans des situations dangereuses. La communauté en ligne a été frappée par une tragédie en juillet 2019 lorsque Grant Thompson, la star et créateur de la chaîne YouTube populaire The King of Random, a perdu la vie dans un accident troublant. Âgé de 38 ans, Thompson était connu pour son contenu inventif et souvent audacieux, mêlant expériences scientifiques et projets créatifs et pratiques. Sa mort a choqué des millions de fans qui avaient appris à admirer sa curiosité et son enthousiasme. Le parcours de Grant Thompson a commencé bien loin du monde de la célébrité virale. Né en 1980, Thompson était pilote de ligne commerciale à Farmington, dans l'Utah. À 29 ans, il a développé une fascination pour la compréhension du fonctionnement des choses. Dans son temps libre, il s'est mis à bricoler avec des objets de la maison et à expérimenter des principes scientifiques de base. Très vite, ses projets de loisirs ont attiré l'attention de ses amis et de sa famille. Encouragé par leur intérêt, Thompson a décidé de documenter ses expériences en vidéo et de les partager en ligne. En janvier 2010, Thompson a créé sa chaîne YouTube.
Mais ce n'est qu'en 2011 qu'il s'est sérieusement engagé à réaliser des vidéos axées sur les astuces de vie, les expériences et les projets de bricolage. Un ami l'avait surnommé en plaisantant The King of Random, le roi du hasard, un nom qui a fini par s'imposer et devenir la marque de sa chaîne. En 2012, The King of Random grandissait régulièrement, captivant l'imagination des spectateurs grâce à un mélange de science amusante et d'innovation pratique. Les explications accessibles de Thompson, combinées à son énergie contagieuse, ont fait de la chaîne un succès. Au fil du temps, elle a attiré plus de 11 millions d'abonnés et accumulé plus de 2,5 milliards de vues. Le contenu de Thompson était varié, impliquant souvent de grandes quantités d'objets du quotidien, des expériences originales et des projets uniques de type « Comment faire ?», captivant les spectateurs avec des vidéos divertissantes explorant les possibilités cachées. Qu'il s'agisse de démontrer comment fabriquer des feux d'artifice maison ou de tester la résistance du ruban adhésif, sa chaîne est devenue incontournable pour ceux qui s'intéressaient aux possibilités de la science de tous les jours. Malgré son succès, les activités créatives de Thompson l'ont parfois mis en conflit avec les autorités locales de l'Utah, en raison de la nature expérimentale de ses projets qu'il filmait dans son jardin. Cependant, sa passion pour la découverte est restée inébranlable et son influence dans le monde en ligne n'a cessé de croître. En 2019, Thompson était devenu une figure bien établie de la communauté YouTube. Mais malgré sa renommée, il restait profondément engagé envers sa famille, notamment sa femme et ses 4 fils. Dans les mois précédant sa mort, il avait commencé à se détacher des exigences quotidiennes de sa chaîne pour passer plus de temps avec eux. Malheureusement, c'est durant cette période que son esprit aventureux l'a mené à la tragédie. Le 29 juillet 2019, Grant Thompson est parti pour ce qui devait être une sortie mémorable de parapente près du parc d'État de Sand Hollow à Hurricane dans l'Utah. Il avait commencé à pratiquer le parapente seulement 5 mois auparavant, une activité qui correspondait à son goût du risque, bien connu de ses abonnés. Mais Grant Thompson n'est pas rentré chez lui ce soir-là. Naturellement, sa famille s'est inquiétée et a contacté les autorités locales. Une recherche a été lancée et les agents ont utilisé le localisateur GPS que Thompson portait pour retrouver sa dernière position connue. Quelques heures plus tard, les secouristes ont fait une découverte macabre. Ils ont trouvé le corps de Grant Thompson et son équipement de parapente dans une zone reculée et accidentée du parc. Un hélicoptère médical a été déployé pour récupérer les restes de Thompson. Tragiquement, des images de son dispositif d'enregistrement ont capturé les derniers instants précédant sa mort. Selon les enquêteurs, un changement soudain de vent a provoqué un courant ascendant qui a fait s'effondrer le parachute de Thompson. Bien qu'il ait tenté de déployer son parachute de secours, il était trop proche du sol, à environ 30 mètres, pour qu'il puisse s'ouvrir complètement. Thompson est décédé sur le coup, seulement 4 secondes après la défaillance. Une vidéo intitulée « Grant Thompson en mémoire » a été publiée sur sa chaîne le lendemain de sa mort, rendant hommage à l'homme qui avait bâti une communauté mondiale autour de la curiosité, de l'apprentissage et de l'expérimentation. C'était une froide nuit de novembre en 2017, lorsque James William Stobbe, mieux connu sous le nom de Stobbe the Hobo, était dehors à faire ce qu'il aimait, voyager clandestinement en train. Stobbe était devenu célèbre sur YouTube pour documenter sa vie en tant que voyageur moderne sur les rails, montrant un monde dangereux que peu osaient pénétrer. Ses vidéos étaient plus que de simples clips de voyage en train. Elles étaient artistiques, accompagnées de sa musique au piano en arrière-plan, tandis qu'il traversait de vastes paysages. Son commentaire était sec, honnête et souvent humoristique, offrant un aperçu brut des risques liés au mode de vie qu'il avait choisi. Le 9 novembre 2017, Stobbe se trouvait dans le Maryland, filmant l'une de ses dernières aventures, mais quelque chose a mal tourné. Certains rapports indiquent que son sac à dos s'est accroché à un train Amtrak, le traînant vers la mort. D'autres suggèrent qu'il est peut-être tombé d'un pont en essayant de sauter dans un train et a fini sur les voies. Quelles que soient les circonstances exactes, l'issue fut tragique. James Stobbe est mort en poursuivant sa passion. Stobbe n'avait que 33 ans lorsqu'il est décédé. Mais en ces quelques années, il avait gagné un public fidèle. Ses vidéos étaient populaires non seulement à cause du danger, mais aussi grâce à son style unique et son œil pour capturer la beauté de l'Amérique depuis un train de marchandises en mouvement. Son travail avait l'esprit des hobos de l'époque de la dépression, qui parcouraient les rails à la recherche d'une vie meilleure. Pour Stobbe, le voyage clandestin en train était plus qu'une simple montée d'adrénaline. Né de Michael et Mary Stobbe dans le Colorado, James avait toujours adopté un mode de vie non conventionnel. Ses amis le décrivaient comme intelligent,
original et passionné par ses centres d'intérêt. Ses vidéos comportaient souvent sa propre musique au piano, mêlant sa créativité à un sens de la rébellion contre les normes sociales. À mesure que la popularité de Stoby grandissait, les dangers auxquels il faisait face augmentaient également. Voyager clandestinement en train est illégal et risqué. Il parlait ouvertement de ses rencontres rapprochées avec les roues des trains et des dangers de sauter dans un train lorsqu'on est fatigué ou ivre. Dans une interview, il se remémorait un incident où il avait failli perdre la vie après avoir sauté d'un train en étant ivre et épuisé. Et sur une page commémorative Facebook, une personne a écrit « Il est mort en faisant ce qu'il aimait ». Sa chaîne YouTube comptait près de 11 000 abonnés, attirés par son contenu honnête, humoristique et souvent palpitant. Regarder Stoby traverser des marais et des plaines donnait l'impression de le rejoindre dans son voyage. Cependant, sa mort a également attiré l'attention sur les véritables dangers du voyage clandestin en train. Certains ont spéculé sur les circonstances exactes de sa mort, mais le département de police de Baltimore n'a pas révélé beaucoup de détails. Pour la communauté des voyageurs clandestins, sa mort illustre les risques auxquels ils font face. Un utilisateur sur Reddit a averti les autres des dangers, écrivant « Voyager clandestinement en train n'est pas glamour ni romantique, ça peut vous tuer ». La mort de Stoby a non seulement affecté ses fans, mais a profondément touché sa famille et ses amis. Il était un fils, un frère et un ami bien-aimé, connu pour son humour, sa compassion et son amour de la vie. Son avis de décès le décrivait comme une personne dont on se souviendrait à la fois pour son travail et pour l'empreinte qu'il avait laissée sur ceux qui le connaissaient. Bien que sa vie ait été écourtée, l'influence de Stoby ne s'est pas arrêtée avec sa mort. Ses vidéos ont continué d'inspirer une nouvelle génération de voyageurs clandestins, comme un jeune homme du Colorado nommé Dancer qui a lancé sa propre chaîne YouTube en 2020. Inspiré par Stoby, Dancer connaissait également les dangers, mais était attiré par la même montée d'adrénaline. La communauté des voyageurs clandestins a prospéré depuis le décès de Stoby, beaucoup essayant d'honorer son héritage tout en naviguant à travers les critiques pour avoir promu un mode de vie dangereux. Pour eux, comme pour Stoby, voyager clandestinement en train n'est pas juste un hobby, c'est une forme d'expression personnelle et un lien avec le passé. Mais comme le montre l'histoire de Stoby, c'est un mode de vie qui peut entraîner des conséquences mortelles. C'était une journée chaude de 2015 à Iași, une ville du nord-est de la Roumanie. Anna Ursu, une lycéenne de 18 ans, passait du temps avec son amie. Comme beaucoup d'adolescents de son époque, Anna était fascinée par les réseaux sociaux et adorait capturer des moments à partager en ligne. Ce jour-là, cependant, son désir de prendre la photo parfaite s'est transformé en un accident fatal. Anna et son amie avaient décidé de se rendre dans une gare locale. La gare était relativement calme, avec la plupart des trains à l'arrêt. C'était l'endroit idéal pour explorer et trouver des lieux uniques pour leurs photos. Anna voulait prendre ce qu'elle appelait le selfie ultime, une photo qui ferait sensation sur son profil Facebook. Elle imaginait une prise de vue audacieuse perchée sur le toit d'un train. Pour Anna, ce n'était pas seulement une photo, mais un moment destiné à impressionner ses amis et ses abonnés. Les deux jeunes filles ont grimpé sur le toit d'un train à l'arrêt. Elles riaient et plaisantaient de bonne humeur alors qu'elles se préparaient à prendre la photo. Anna a choisi une pose où elle s'allongeait sur le dos, une jambe levée en l'air. Elle pensait que cela donnerait une image dramatique. Malheureusement, Anna ignorait le danger qui se trouvait juste au-dessus d'elle. Au-dessus du train se trouvaient des câbles haute tension transportant une charge électrique immense. En prenant sa pose, sa jambe levée s'est dangereusement rapprochée des fils. Bien qu'elle ne les ait jamais touchés physiquement, elle est entrée dans le champ électrique entourant les câbles. La tension dans ces fils était d'un incroyable 27 000 volts, bien au-delà de ce que le corps humain peut supporter. En un instant, le champ électrique s'est déchargé dans le corps d'Anna. Des témoins ont assisté à une scène terrifiante. Un passant qui marchait près de la gare a remarqué les filles sur le toit du train. Il leur a crié de faire attention et de garder leur tête et jambes baissées. Mais ces avertissements n'ont pas été entendus. Quelques instants après son cri, une forte détonation a retenti. Le corps d'Anna était devenu un conduit pour la charge électrique mortelle, si puissante que des flammes ont jailli de ses vêtements. La force de la décharge électrique a projeté l'amie d'Anna hors du toit du train. Elle a atterri au sol, blessée mais vivante. Pendant ce temps, Anna était en feu, la chaleur intense consumant ses vêtements et sa peau. Le passant, réalisant la gravité de la situation, a réagi rapidement. Malgré le risque pour sa propre vie, il a grimpé sur le train, tentant désespérément d'éteindre les flammes qui enveloppaient Anna. Il a utilisé ses mains et ses vêtements pour essayer d'étouffer le feu. Mais il était déjà trop tard.
Les secours ont été appelés et Anna a été transportée à l'hôpital. Les brûlures couvraient plus de 50% de son corps. L'équipe médicale a travaillé d'arrache-pied pour la sauver, mais les dégâts étaient trop importants. L'électricité avait non seulement brûlé sa peau, mais aussi causé de graves blessures internes. Après une courte lutte pour sa vie, Anna a succombé à ses blessures. Son amie, qui avait été projetée du train, a également été hospitalisée. Elle a survécu, souffrant de brûlures mineures et d'un choc émotionnel. Dans ses déclarations à la police, elle a raconté qu'elle voulait simplement prendre une photo mémorable. Elle n'avait pas pensé au danger qui les surplombait. L'idée de capturer le selfie ultime avait éclipsé toute préoccupation pour leur sécurité. Le passant qui avait tenté de sauver Anna est resté profondément marqué par l'expérience. Il se promenait lorsqu'il avait vu les deux filles sur le train. Conscient du danger potentiel des câbles électriques, il avait essayé de les prévenir. Ses actions pour tenter d'éteindre les flammes étaient héroïques, mais même lui n'a pas pu empêcher la tragédie. Les conséquences de l'incident ont laissé une profonde cicatrice dans la communauté. La famille et les amis d'Anna étaient dévastés. Ce drame est devenu un exemple des risques liés à la tendance grandissante de prendre des selfies dans des lieux dangereux. La tentation de la célébrité sur les réseaux sociaux et le désir de se démarquer avaient conduit à une erreur fatale.